On est à un niveau les plus élevés depuis 2022. Notre invité, c'est Romuald Skura. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Hier, ce qu'on a vu dans la séquence autour de Donald Trump et notamment de ses rendez-vous avec les pétroliers, c'est qu'on n'est plus sur une guerre courte. Là, on est passé sur une guerre longue. C'est assez clair. Oui et non. Attention, Donald Trump s'est piégé lui-même dans cette guerre qu'il a fait contre la vie de son vice-président, de la secrétaire générale de la Maison Blanche, Suzy Wiles, des généraux du Pentagone, des sénateurs républicains et surtout de sa base MAGA, la grande obsession de Donald Trump. Et pour la première fois en plus de 10 ans, cette base commence à se détourner du président. Un président qui avait promis qu'il n'entraînerait jamais le pays dans une de ces guerres style Irak-Afghanistan. Donc on a un président fragilisé auprès de sa base, auprès aussi de son entourage immédiat. Vance et Suzy Wiles, dont je parlais il y a quelques instants, commencent à le marginaliser de plus en plus, sans parler d'élections qui s'annoncent très méchamment perdues et d'une inflation qui repart à la hausse. Bref, un président qui s'est piégé lui-même et qui, on l'a vu depuis plusieurs semaines, cherche absolument une sortie de secours. Il est prêt à avaler de nombreuses couleuvres, beaucoup de compromis avec les Iraniens, mais pour cela, il faudrait qu'il lui donne quelques miettes pour qu'il puisse avoir un papier pour prétendre avoir obtenu le deal du siècle et garder un petit peu la tête haute face à ses électeurs. Donc lui, il veut que ça finisse. Lui, il veut absolument que cela finisse. Mais les Iraniens ne veulent pas que ça se finisse. Pour l'instant, la frange la plus radicale des gardiens de la révolution aujourd'hui tient les rênes du pays et ils tirent un maximum sur la corde eux aussi pour obtenir un maximum. Bref, Trump n'a pas beaucoup de solutions. Soit il reprend des bombardements comme ceux auxquels on a assisté, résultat, le régime des Mollahs tient toujours, soit il décide une invasion au sol, c'est évidemment impossible, il faudrait 200-300 000 hommes, soit il a donc deux autres solutions, soit un bombardement très très sévère, très très dur, il va peut-être devoir s'y résoudre, ou alors, il tente de poursuivre la partie de poker menteur en prétendant, sachant que le blocus fonctionne quand même, ça ici quand même l'Iran, en prétendant qu'il est prêt à patienter pendant des mois, mais ce n'est pas le cas. Il faut qu'il s'en sorte, et puis dans quelques semaines, il y a le 250e anniversaire des États-Unis, le 4 juillet prochain, et Trump prévoyait de se présenter devant les Américains comme le nouvel Alexandre le Grand, celui qui aurait vaincu les Perses. Visiblement, ce n'est pas le cas. Anaïsa. Romuald, vous avez mentionné le vice-président qui s'éloigne de Donald Trump. Et selon les médias américains, le vice-président craint que Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, soit en train de mentir à Donald Trump sur l'état réel de l'arsenal balistique. Est-ce que ça peut créer à terme une rupture au sein de l'administration Trump ? Oui, on s'approche d'une potentielle, je dis bien potentielle rupture. Le secrétaire à la guerre est sur la même longueur d'onde que Donald Trump. Ils ne peuvent pas se sentir avec Jill Vance qui est déjà aussi sur les starting blocks pour l'élection présidentielle de 2028. Et donc aussi, toutes ces petits mots, toutes ces paroles, ces prises de décision de la part de Jill Vance ont également pour objectif de démontrer aux Américains qu'il a toujours été opposé à cette guerre, qui est quand même la guerre la plus impopulaire de l'histoire des États-Unis, la plus impopulaire. Même la guerre d'Irak, la seconde guerre d'Irak en 2003, était beaucoup plus populaire au départ, j'entends. Bref, il y a aussi ici des gesticulations politiques, mais oui, on pourrait avoir un clash avec un Trump, je le répète, qui est quand même de plus en plus marginalisé. Rappelez-vous, il y a une semaine, lorsqu'il a été évacué de la Situation Room, parce qu'on avait peur que le président soit un petit peu hystérique et prenne des décisions trop hâtives. On en est quand même là. Alors Trump a connu un rebond de popularité après la tentative d'assassinat de samedi, mais celle-ci risque de ne pas durer. Le coût de la guerre, 25 milliards de dollars, c'est les chiffres qui ont été donnés hier. C'est peu et à la fois beaucoup, c'est peu au regard de l'ensemble du budget américain, mais ça reste énorme. C'est quelque chose qui est dans l'opinion publique, qui est débattu aujourd'hui ? Débattu, oui et non, mais en tout cas, qui est, les Américains sont dégoûtés dans leur très grande majorité par cette guerre qui nous coûte une somme astronomique parce que ces chiffres ne sont pas les chiffres exacts. On sait tous qu'ils ont été évidemment minimisés. C'est beaucoup plus que ça. Je n'ai pas les chiffres, mais on s'en doute. Je veux dire, le secrétaire à la guerre minimise évidemment le coût de cette guerre. Dans un pays quand même où plus de 30 millions d'Américains, plus de 32 millions n'ont pas d'assurance santé, 15 autres millions vont
vont les rejoindre d'ici quelques mois, où on a le système d'éducation le plus inégalitaire des pays de l'OCDE, etc., etc. C'est quand même beaucoup d'argent pour rien, pour à terme, au mieux, je dis bien, obtenir un deal qui sera moins bon que celui que Trump a déchiré, le fameux deal de 2015 sur le nucléaire iranien. Il y avait cette date du 1er mai où il devait y avoir une discussion au Congrès, parce que normalement il y avait 60 jours où Donald Trump pouvait faire ce qu'il veut, puis après il faut aller devant le Congrès. C'est totalement anecdotique, il n'ira pas et c'est plus une règle qui est en vigueur, ou c'est important ? Symboliquement, c'est important, mais c'est un congrès quand même où il a encore la majorité et qui de toute façon le suivra. Donc on n'est pas dans un moment d'importance. Mais il y a néanmoins des débats qui risquent d'être houleux, dont Trump se serait bien passé à un moment, je le répète, où son opinion MAGA se détourne de lui. Annalisa. Et en même temps, Trump a pris contact hier avec Vladimir Poutine. Ils ont échangé pendant 1h30. Quelle est la position de Poutine aujourd'hui dans ce conflit ? Poutine essaye de jouer les faiseurs de paix. Poutine sait très bien que Trump va revenir sur le dossier ukrainien une fois qu'il en aura terminé avec la guerre en Iran. Et quand j'entends par terminé, j'entends le moment où il aura obtenu une feuille de route, un petit papier qui lui permettra de prétendre aux Américains qu'il a gagné la guerre. Trump est obsédé par la guerre en Ukraine. Il a déjà fait énormément de concessions à Vladimir Poutine. Poutine essaye donc de jouer les entremetteurs. S'il pouvait réussir à pousser un petit peu le régime de Téhéran à négocier, il sait que Trump lui serait redevable et que donc il aurait encore plus de concessions que ce qu'il a déjà obtenu. On a l'impression qu'ils ont parlé de deux sujets différents. Hier, on avait Poutine d'un côté qui parlait de l'Iran, les États-Unis qui parlaient de l'Ukraine. On a l'impression qu'ils ont parlé, mais pas de la même chose. Oui, on a toujours eu un petit peu un dialogue de sourds entre ces deux personnes. Mais ce qu'il y a toujours d'amusant, si je puis dire, c'est combien Trump peut être mielleux avec Poutine, ou même avec Xi. Il n'y a jamais un petit pic, il n'y a jamais une petite moquerie, comme on peut le voir avec les chefs d'État occidentaux, avec normalement les principaux alliés des États-Unis. Non, hier, c'était deux personnes qui se cajolaient, qui savent qu'ils auront besoin l'un de l'autre, qu'elles auront ces personnes besoin